Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. Du 1er au 12 novembre, la COP26 doit se tenir à Glasgow en Écosse après avoir été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Une édition importante pour la conférence des parties sur le climat puisque les États signataires de l'accord de Paris en 2015 doivent y faire le point sur leurs engagements pour parvenir à limiter de 1,5 degré la hausse de la température mondiale d'ici la fin du siècle. En théorie, ils avaient jusqu'au 31 décembre 2020 pour publier de nouveaux objectifs plus ambitieux de réduction de leurs émissions. Reste à savoir s'ils seront à la hauteur, alors que le dernier rapport du GIEC, publié en août, soulignait une fois de plus l'urgence du défi climatique. J'accueille pour en parler Esther Loiseleur, qui est l'ancienne présidente des Jeunes Ambassadeurs du Climat, et Alice Desbioles, médecin, qui a été parmi les premières à se pencher sur le phénomène de l'éco-anxiété. Et la deuxième partie sera consacrée à des solutions face aux enjeux environnementaux avec Nathalie Bastianelli, qui viendra nous parler de son livre « Quand la Chine s'éveille verte ». Bonjour Esther Loiseleur et Alice Desbioles, merci d'avoir accepté notre invitation. Esther Loiseleur, vous êtes élève à l'École normale supérieure et vous préparez actuellement une thèse sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique. Vous avez été présidente des Jeunes Ambassadeurs pour le climat de mars 2020 à juillet 2021 et vous serez cette année observatrice à la COP26 de Glasgow. C'est ça. Et vous, Alice Desbioles, vous êtes donc médecin de santé publique et épidémiologiste. Et vous avez publié en 2020 « L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé » aux éditions Fayard. Nous allons en parler dans l'émission. Alors, l'urgence climatique est probablement le plus grand défi de notre temps. Le rapport d'évaluation du GIEC publié au mois d'août était alarmant sur ce sujet. Avant de commencer ce débat, je vous propose de revenir sur quelques chiffres et dates clés qui serviront de base aux négociations de la conférence sur le climat de Glasgow. 2015, c'est l'année de l'accord de Paris, un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Il a été adopté par 196 parties lors de la COP21 à Paris le 12 décembre 2015 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Son objectif, limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Mais dès 2017, le président américain Donald Trump décide de faire sortir les États-Unis de l'accord. En réalité, en raison des règles de procédure, les États-Unis n'en sortiront que 3 mois. Le successeur de Trump à la Maison-Blanche, Joe Biden, a décidé leur retour dès le premier jour de son investiture en janvier 2021. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un record historique. 59 milliards de tonnes équivalent CO2, une augmentation de 5% par rapport à 2015. Les rejets de CO2, le principal gaz à effet de serre, ont bien chuté en 2020, mais cela était dû au ralentissement économique lié à la pandémie de Covid-19. La température moyenne de la planète a déjà augmenté de 1,1 degré depuis le début de l'ère industrielle. À ce rythme, il devient évident que le seuil de 1,5 degré de réchauffement sera atteint bien plus tôt que prévu par les objectifs de l'accord de Paris. Si la trajectoire actuelle se poursuit, nous nous dirigeons vers un réchauffement de 5,7 degrés Celsius. Ce chiffre est le scénario le plus sombre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Mais même en respectant les engagements des accords de Paris, il faudrait actuellement s'attendre à un réchauffement de 3 degrés. 1 mètre de plus, c'est le niveau que pourrait atteindre la mer d'ici 2100. La hausse du niveau global s'est élevée à 20 cm entre 1901 et 2018. Cette montée pourrait se poursuivre pendant des siècles sous l'effet de la fonte des glaciers et la hausse de la température des océans. Depuis des années, la diplomatie climatique multiplie les déclarations et les appels à l'action. Pour la conférence climat de 2021, les États ont commencé à rehausser leurs ambitions en matière de limitation des émissions. Alors, la COP26 donnera-t-elle une nouvelle chance à la planète ?
Réponse le 12 novembre. Esther Loiseleur, vous serez présente en tant qu'observatrice lors de la COP de Glasgow. D'après vous, que peut-on attendre de cette conférence ? Oui, donc j'aurai effectivement la chance d'y être et je pense qu'on peut en attendre à la fois beaucoup de choses et en même temps, comme toutes les COP, on ne peut pas non plus en attendre que la COP donne une deuxième chance et sauve la planète à elle toute seule. Je pense que le documentaire le montrait très bien. On est sur des trajectoires catastrophiques, c'est la première chose. Et les émissions n'ont pas cessé de monter depuis la première COP jusqu'à la 26e à laquelle on va assister cette année. Je pense que c'est le premier fait à rappeler avec le fait que justement les engagements des États actuels nous mèneraient sur une trajectoire estimée à plus 3 degrés de réchauffement d'ici 2100. Sachant que les engagements, c'est comme quand vous dites que vous allez faire un régime, c'est pas parce que vous le dites que vous allez le faire. Donc il y a aussi ce gap toujours entre les engagements et la rhétorique de ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait réellement. Donc je pense qu'il va y avoir ce gros enjeu-là déjà de rehausser les ambitions, puisque là on est à 5 ans de l'accord de Paris, donc en fait c'est prévu dans les mécanismes de l'accord de Paris que tous les 5 ans on revoit les ambitions et on essaye de les revoir de préférence à la hausse. La bonne nouvelle c'est que c'est quand même bien parti cette année. Je pense que la pandémie a aussi joué un rôle un peu de déclencheur collectif. Tout le monde a envie avec la période de sortie du Covid, de relancer des nouvelles dynamiques. Ça a été montré notamment par l'Union européenne qui a lancé le Green New Deal cette année. Il y a la Chine qui a pris des engagements aussi très forts. Les États-Unis qui sont de retour dans l'accord de Paris avec l'élection de Joe Biden. Donc beaucoup de bonnes nouvelles de la part de pays ou de blocs de pays comme l'UE qui sont assez leaders dans les négociations. Et on peut aussi espérer que du coup, le jeu géopolitique bouge un peu et que ça entraîne des choses intéressantes. Donc je pense que ça va être une COP intéressante. Voilà, les choses pourraient bouger. Et qui donne de l'espoir. Oui, on peut vraiment espérer que on passe aussi de cette rhétorique des COP où on dit on va faire beaucoup de choses, etc., à vraiment une logique d'action. Enfin, on voit qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont engagés autour des COP, que ce soit la société civile, que ce soit les entreprises. Donc je pense qu'on peut en attendre d'amplifier les dynamiques qui sont déjà en cours finalement. Alice Desbioles, pour vous, les COP, c'est porteur d'espoir aussi ? Au-delà de l'espoir, moi je pense que maintenant on a besoin vraiment de courage et notamment de courage politique. Donc les COP, si vous voulez, on a déjà l'accord de Paris de 2015 qui était quand même assez fort en termes d'engagement et qui malheureusement n'est toujours pas, ces engagements ne sont toujours pas tenus. Donc je pense un petit peu comme ce qu'il vient d'être dit qu'au-delà d'une adhésion de principe qui là semble assez communément partagée et assez consensuelle, il nous faudrait vraiment une adhésion en actes et que là, en fait, tout ce qui est décrété et tous les engagements qui sont pris soient tenus. Et je pense qu'au lieu de prendre de nouveaux engagements avec les COP, ce qui serait intéressant, c'est qu'on évalue ce qu'on a déjà fait et qu'on s'y astreigne. Donc voilà, au-delà du principe, moi, je suis vraiment pour les actes et au-delà de l'espoir, pour le courage. Alors, en matière de climat, il y a d'un côté, justement, les données scientifiques et puis l'action politique. Et puis, il y a aussi la prise de conscience par les citoyens, une prise de conscience écologique qui est de plus en plus présente dans les sociétés aujourd'hui. Vous êtes intéressé à un phénomène que vous appelez l'éco-anxiété ou solastalgie. Il va falloir que vous nous expliquiez peut-être ces termes et nous expliquiez aussi comment cette pathologie, alors je ne crois pas qu'on parle de pathologie, mais disons que cette forme d'anxiété progresse aujourd'hui dans la société. Alors effectivement, je me suis intéressée finalement à l'impact de tous ces désordres environnementaux sur la santé humaine, et en l'occurrence là sur la santé mentale. Et donc l'éco-anxiété et la solastalgie, cela fait référence à un état d'âme, à une sensibilité face à tous ces désordres environnementaux et à ce que cela peut générer chez les personnes qui se sentent donc concernées par tout ça. Et ça va générer des émotions, ça va générer des questionnements, notamment sur l'avenir. Et donc l'éco-anxiété, c'est une forme d'anxiété et d'inquiétude anticipatoire par rapport à ce que sera l'avenir, par rapport à ce que sera demain, sachant que cet avenir est souvent perçu comme en péril, comme compromis. Et la solastalgie, cela vient du latin solatium, qui veut dire réconfort, et d'algie, qui veut dire douleur. Et donc littéralement, c'est la perte de réconfort qui est finalement engagée lorsque l'on voit son environnement immédiat, notamment, qui va être menacé, ou qui est détruit, ou qui est chamboulé. Et donc, l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est tout ce panel émotionnel, tout ce panel existentiel qui remet en question profondément les individus dans un monde perçu comme menacé ou en péril.
Alors, quand on parle des COP, on parle souvent du décalage qui peut exister justement entre les mesures qui vont être prises par les négociateurs, qui sont des politiques, et puis le discours des scientifiques, notamment ceux du GIEC, qui sont présents durant les COP, mais ce ne sont pas eux qui signent les accords. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que de plus en plus de citoyens, notamment des jeunes, s'emparent de ces sujets, pourrait peser dans la balance? Oui, c'est clair que c'est en train de devenir un sujet de société. On parle d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes. Il y a aussi le Lancet qui a publié une étude récemment et ils ont étudié les 16-25 ans dans 10 pays d'Europe et ils ont trouvé que 75% des jeunes trouvaient l'avenir effrayant, que la moitié se déclaraient eux-mêmes comme éco-anxieux. Donc je pense que c'est vraiment un phénomène de société, en fait, où tout le monde commence à s'inquiéter parce qu'on voit les conséquences. On voit les inondations en Belgique et en Allemagne, on voit les feux de forêt dans les pays voisins. Donc on voit les vagues de chaleur, on les vit à peu près tous les étés maintenant. Donc on a ce phénomène où les citoyens commencent vraiment à vivre les conséquences du changement climatique et à s'inquiéter pour eux, pour leurs enfants, etc. Et je pense que ça crée une mobilisation qui est de plus en plus forte. Et ça pourrait aider les décideurs à prendre des mesures plus fortes? Oui, mais je pense que ça les aide effectivement. Enfin, on est dans une période où, plus que la jeunesse, mais même la jeunesse s'engage beaucoup. On a eu les marches pour le climat, on a eu tous ces moments très forts où des millions de citoyens en fait, sont sortis dans la rue et ont dit que en fait, l'action pour le climat dépassait les actions individuelles. On fait tous, on essaye tous de trier nos déchets, de prendre le vélo, de manger un peu moins de viande, etc. Enfin, je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts et tout le monde essaye de faire sa part. Et maintenant, on est à la phase où justement les citoyens agissent non plus en tant qu'individus, mais vraiment en tant que citoyens, à dire maintenant il faut qu'on prenne des décisions politiques parce qu'on ne résoudra pas le changement climatique en agissant chacun dans notre coin, à notre petite échelle, mais vraiment en agissant en tant que société, en fait, et en changeant de manière systémique. Et puis là, il y a aussi peut-être un décalage entre des petites actions du quotidien et puis l'ampleur du problème. C'est peut-être aussi une source d'éco-anxiété. Oui, bien sûr. Ce qui est très fort dans l'éco-anxiété, au-delà de la tristesse ou la peur de l'avenir, c'est aussi le sentiment d'impuissance. Et effectivement, les causes et les racines de l'éco-anxiété, en fait, proviennent de nos paradigmes, en fait. Et donc, ce sont des solutions systémiques, globales, internationales et politiques qu'il faudrait mettre en place pour que justement cette éco-anxiété diminue chez les individus. Mais là, on est face à des menaces et des enjeux qui dépassent la seule capacité d'action d'un individu. Donc il y a tout ce décalage entre une perception intime, profonde d'un monde en péril et la manière dont on peut agir et infléchir sur le cours des choses. Donc effectivement, les mobilisations citoyennes sont en tout cas à mes yeux l'un des leviers fondamentaux pour que nos décideurs aient le courage de prendre les mesures qui s'imposent en fait. Alice Desbioles, vous parlez aussi dans votre livre du spleen du climatologue, mais aussi de la prophylaxie chez les scientifiques, qui sont les messagers du climat. Le fait d'être informé peut augmenter l'anxiété, mais permettre aussi d'être plus résilient, d'après vous? Exactement, donc le spleen du climatologue ou de tout scientifique ou militant qui s'intéresse aux questions environnementales, effectivement, un fort niveau de connaissance va être une porte d'entrée dans l'éco-anxiété, mais aussi dans la résilience, puisque là, en fait, on parle de préparation émotionnelle. Et lorsque vous êtes préparé émotionnellement à des bouleversements potentiels, vous êtes forcément plus à même d'être résilient lorsqu'ils surviennent, puisque déjà vous n'êtes pas pris par surprise, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Et typiquement d'ailleurs, c'est un petit peu ce que l'on peut observer avec le coronavirus et la pandémie que nous avons traversée, c'est-à-dire que, en tout cas moi j'ai pu observer de manière un petit peu empirique que les personnes éco-anxieuses, donc qui s'attendent parfois aussi à des bouleversements, puisqu'ils ont bien compris que notre manière d'habiter le monde en tant que société, en tant que collectif humain, n'était pas forcément soutenable, et donc allait subir potentiellement des bouleversements. Les bouleversements qui ont eu lieu avec le coronavirus, finalement, ces personnes-là, même si ce n'était pas forcément avec un enjeu infectieux, étaient préparées à une certaine forme de changement dans leur quotidien. Donc cette préparation émotionnelle, c'est une clé pour la résilience et pour traverser l'éco-anxiété de manière beaucoup plus sereine. Alors, les mesures qui doivent être prises lors de la COP26 concernent essentiellement l'atténuation du réchauffement climatique et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Mais le volet adaptation est aussi très important et c'est justement l'objet de vos recherches, Esther Loiseleur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Déjà, je pense que c'est très important de parler d'adaptation parce que c'est un peu le parent pauvre, en tout cas médiatique, de ces COP.
Si vous ne le saviez pas, dans les COP, on a 2 volets. On a l'atténuation, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est voilà, réduire les émissions de gaz à effet de serre, polluer moins, etc. Et il y a un autre volet qui est l'adaptation, qui rejoint totalement les enjeux de résilience. En fait, c'est simplement dire, on a des conséquences qui sont déjà là, on en a d'autres qui arrivent et on sait qu'elles vont arriver, les vagues de chaleur, les incendies, les inondations, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour éviter tout ce qu'on peut éviter en termes de conséquences négatives. L'adaptation, c'est aussi poser la question de la justice climatique, puisqu'on sait que, on l'a vu par exemple pendant la pandémie, on a bien vu que tous les pays, tous les individus, selon là où ils étaient, selon leurs moyens, selon leurs ressources, leur âge, leur genre, etc., n'étaient pas touchés de la même manière par un même événement. C'est pareil avec les événements climatiques, en fait. Donc, ça pose vraiment cette question de comment est-ce qu'on fait pour protéger tout le monde au maximum, comment est-ce qu'on fait pour avoir un maximum de justice. Et donc, ça se joue dans les négociations à l'échelle des États. Comment on va aider des États qui ont moins de moyens à s'adapter, par exemple, aux vagues de chaleur, à la montée des eaux, comment on va aider les petites îles à s'adapter à la montée des eaux, enfin voilà, des enjeux comme ça. Et aussi, ça se joue aussi à l'échelle d'un pays. Par exemple, le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, qui est donc le conseil qui informe le gouvernement des mesures climatiques à prendre. Parlait vraiment d'engager l'adaptation. Donc c'est vraiment quelque chose, pragmatiquement, ça doit être fait dès aujourd'hui. Et je pense que même en tant que jeune, pragmatiquement, on se dit, voilà, ce qui est là, et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vivre avec et s'adapter au mieux, quoi. Justement, on va essayer de conclure cette petite conversation sur une note un peu plus positive. On peut voir aussi des aspects positifs, justement, dans les changements qui sont en cours. Et d'ailleurs, vous en parlez, vous donnez même des solutions dans votre livre, Alice Desbioles. Peut-être irons-nous aussi vers un monde plus inclusif, plus solidaire. Peut-être on peut se dire aussi que la cause climatique et environnementale est fédératrice. Alors complètement. Pour l'OMS, en fait, le réchauffement climatique, mais même tous les bouleversements environnementaux, cela constitue en fait la principale menace pour la santé publique du XXIe siècle, mais aussi la principale opportunité. Et dans cette notion d'opportunité, c'est en fait l'idée de se dire que le fait de mettre en place des actions positives pour l'environnement, souvent ça a des co-bénéfices pour la santé humaine, pour le bien-être humain et pour nos sociétés. Donc je pense qu'effectivement, on a besoin de récits positifs et fédérateurs pour se projeter dans un avenir déjà plus, moins menacé, mais aussi tout simplement revoir le vivre ensemble, réduire les inégalités, puisque ça aussi c'était un peu la question en termes de réduction de l'impact du réchauffement climatique notamment sur les différentes sociétés, sur les différentes individualités. Donc il y a une question aussi de justice sociale qui a été très justement rappelée et donc de lutte contre les inégalités. Et donc tout ça en fait, ce récit écologique, ce récit environnemental, il est extrêmement positif pour les sociétés humaines. Et si effectivement on réfléchissait à d'autres indicateurs macroscopiques qui serviraient de boussole à nos sociétés en mettant la santé humaine et la santé planétaire au cœur des prises de décision, effectivement, on peut espérer des sociétés plus agréables, plus positives pour la santé humaine, pour le bien-être et à terme pour la planète qui est finalement nécessaire à l'épanouissement de toutes les sociétés humaines. On va continuer de parler de ce sujet, mais en regardant un petit peu du côté de la Chine avec notre troisième invitée qui va nous rejoindre sur le plateau, Nathalie Bastianelli. Bonjour Nathalie Bastianelli, merci de nous rejoindre. Merci, Jade. Je vous présente tout de suite à nos invités. Vous êtes l'ex-directrice générale des premières filiales d'Avas Media à Pékin et Shanghai. Et vous avez créé en Chine le forum We Belong to Change, dédié aux innovations durables et à une consommation consciente. Et vous venez également de publier Quand la Chine s'éveille verte, aux éditions de l'Aube. Alors, c'est un livre qui présente des initiatives prises par des personnes qui vivent en Chine et qui se sont produites au cours de ces, je crois, 5-6 dernières années. Qui existait déjà pour certaines, mais en tout cas, moi, j'ai commencé que vous avez à faire des rencontré, événements. En tout cas, oui, voilà, absolument. lors de vos événements. Et qui sont ces personnes déjà pour commencer et pourquoi avez-vous décidé de raconter leur histoire? Eh bien, c'est des citoyens de toute génération, des entrepreneurs, des pionniers, des ONG, que j'ai rencontrés parce que je les ai invités à venir parler dans mes événements. C'est un événement annuel qui présentait des pionniers du monde entier, mais pour moitié qui venaient de Chine.
Et l'idée, c'était vraiment de raconter un peu leurs histoires, de montrer qu'il y a des visages, des histoires personnelles, des gens qui s'engagent, parce qu'on a toujours tendance à voir cette Chine comme un bloc monolithique et on parle rarement des gens. Voilà, donc je pensais que c'était intéressant de raconter leurs histoires. Alors vous pensez que, c'est ce que vous indiquez dans votre livre, que étant donné que la Chine représente 1,4 milliard d'habitants, si elle réussit sa mue écologique, cela donnera un espoir finalement pour le monde entier. Oui, parce qu'ils sont très nombreux, donc c'est un peu ce que je raconte dans le livre. On voit qu'il y a vraiment des mesures qui sont prises, d'une part d'un point de vue gouvernemental, mais aussi des initiatives, des actions concrètes, et c'est un peu ça que je raconte. Voilà, justement aussi pour peut-être donner une autre image, alors que nous avons en Occident une image d'une Chine polluée, émettrice de CO2. Polluante. Et voilà, et en réalité, il y a exactement comme ça se passe ici, en France, en Occident, de nombreuses personnes qui se mobilisent et qui sont il y a une frange de la très population, concernées. comme dans tous les pays du monde, qui sont mobilisés, qui ont des innovations absolument incroyables, hyper inspirantes, mais surtout qui ont de l'impact. Donc c'est ça qui est important, parce que oui, quand vous dites si elle réussit sa mue, ça aura de l'impact pour le monde entier, on ne pourra pas arriver à relever le défi du climat sans la Chine, parce que c'est 1,4 milliard, donc c'est un pays-continent qui pèse. C'est encore le pays qui émet le plus de CO2 au monde, mais voilà, les engagements sont forts, les investissements sont phénoménaux, donc on voit ce virage vert qui a été pris par ce pays, et même si moi je donne quelques contextes politiques, c'est vrai que ce qui m'importait, c'était de partager tous ces gens que j'ai rencontrés ces 6 dernières années. Et puis ça nous rapproche aussi de la Chine. Ah bah ça c'est un peu la réunification des peuples en fait, parce que quand j'ai commencé à en parler dans des conférences que je faisais en France, les gens me témoignaient à quel point ça leur faisait du bien de savoir que des Chinois s'engageaient pour la planète, et ça leur redonnait de l'élan. C'est-à-dire qu'ils avaient envie de faire plus en se disant mais si les Chinois le font, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passe en Chine sur ces sujets-là, en dehors plutôt des grandes actions gouvernementales, eh bien ça a recréé de l'enthousiasme. Et c'est comme ça que j'ai décidé de témoigner dans un livre. Alors, vous parlez aussi d'ailleurs de l'anxiété de la jeunesse chinoise, de l'éco-anxiété existe également en Chine. Finalement, les préoccupations des Chinois ne sont pas si différentes des nôtres. Non, mais voire même en Chine plus qu'ailleurs, parce que depuis 2013, quand il y a eu ce brouillard de pollution qui a vraiment été sur énormément de villes, et pas seulement les villes industrielles, ça a créé quelque chose de très anxiogène pour la population, et ils ont commencé à vraiment s'inquiéter énormément pour leur santé. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de justement ces parcours qu'on trouve dans votre livre? J'ai noté en particulier une histoire qui m'a semblé assez intéressante, celle du papier de pierre. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette initiative? Alors, Lunmang Technologies, c'est une entreprise, alors là, c'est grande Chine, donc on sort de la Chine continentale, c'est à Taïwan. Effectivement, ils ont investi, ils ont innové et ils ont créé un papier de pierre, donc c'est de la poudre minérale. C'est 10 ans de recherche et innovation, c'est 50 millions d'euros d'investissement, et 80% c'est de la poudre minérale. Il y a encore du liant qui n'est pas 100% écologique. J'ai amené un petit carnet pour vous montrer. Voilà, c'est un papier qui est dense, qui est recyclable à vie, qui est... Donc on peut vraiment faire du papier à partir de la pierre. Poudre de pierre. Voilà, c'est ça, c'est incroyable, effectivement, quand on le partage. Maintenant, vous avez aussi du papier ensemencé avec des graines. Quand vous le replantez, c'est des fleurs qui poussent. Voilà, c'est toutes ces innovations que je présente dans l'événement. C'est beaucoup moins impactant, c'est beaucoup moins consommateur d'eau. Ça ne consomme pas les arbres. Donc, on sait à quel point c'est important d'arrêter la déforestation. Donc, je trouve que c'est hyper inspirant comme innovation. Esther Loiseleur, ça vous parle d'entendre que des jeunes Chinois, eux aussi, s'engagent, enfin des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, Chinois s'engagent à titre personnel pour le climat? Oui, bah oui, et pour tout vous dire, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler des mobilisations en Chine. Enfin, c'est quelque chose en France, on n'a pas forcément écho de ce qui se passe, donc c'est vraiment des témoignages super inspirants. Et enfin, c'est vraiment super de voir que partout autour du monde, on a cette prise de conscience, cette envie de bouger et d'avancer ensemble. Et je pense que les COP servent aussi un peu d'émulation autour de ça, parce que justement, on peut voir un peu ces gens qui viennent de partout, y compris d'endroits dont on n'entend pas parler quand on reste juste chez nous, et qui nous donnent envie d'agir et qui montrent que c'est un mouvement global, en fait.
Vous voulez réagir, Alice Desbioles? Je trouve que toutes ces innovations, c'est effectivement très intéressant. Je veux juste mettre un petit peu, disons, une petite nuance. C'est que je ne dis pas du tout que c'est ce que vous avez dit, mais souvent on pense qu'une certaine forme de technique ou de technologie infinie va nous, entre guillemets, sauver, donc une forme de technologie salvatrice. Je pense que l'innovation, les low-tech aussi, ont bien sûr toute leur place dans la lutte contre les désordres environnementaux, mais je pense que cela doit aussi s'accompagner d'une autre manière de penser notre consommation, de penser nos désirs, nos aspirations, pour que voilà, tout puisse s'équilibrer avec des innovations et des technologies plus résilientes, mais aussi des sociétés et des hommes qui consomment autrement, qui désirent autrement et qui se réalisent autrement. Et donc je pense que c'est vraiment la complémentarité de tout ce qui fait notre humanité, notre créativité, notre inventivité, mais aussi peut-être revoir nos désirs et nos aspirations pour un petit peu voilà, se poser et arrêter cette course infinie. Non, mais parce que là, on était sur le sujet de l'innovation, mais quand on parle de la consommation, quand je parle du mouvement zéro déchet ou du boom du végétarisme, voilà, il y a des entreprises hyper innovantes qui appellent les gens à consommer moins de viande, voire à devenir véganes. Voilà, innovation ne veut pas nécessairement dire technologie, mais plutôt absolument. aussi Là, changement on est parti sur un sujet qui était plutôt technologique, mais voilà, il y a Hazel Zhang, une pékinoise qui a monté une petite entreprise qui maintenant grandit, puisque en 5 ans, elle a fait plus de 100 millions de vues, où elle essaye de sensibiliser les gens à consommer moins de viande, voire à devenir végane. Elle forme des chefs de grands restaurants, enfin des restaurants qui ont beaucoup de succès dans plein de villes de Chine, et elle a monté ce qu'elle appelle les pop-up dinners ou les pop-up lunch, donc des déjeuners ou des dîners éphémères, où elle forme le chef à cuisiner végane, et elle convoque toute sa communauté, enfin à chaque fois... Et le chef s'engage à mettre un menu vegan ou végétarien une fois qu'il a fait l'événement avec VegPlanet. Voilà, il y a énormément d'initiatives comme ça qui ne sont pas du tout sur la consommation, sur le développement de produits, etc. Là, je pense qu'on est sur un sujet de substitut au papier, etc. Et on sait que de toute façon, la société se digitalise. Donc... Mais de toute façon, c'est vrai que cette notion d'innovation, c'est pas que les innovations techniques, c'est aussi les innovations organisationnelles, c'est les innovations en termes de vivre ensemble, en termes de liens. Et je pense que ça, on a tout plein de possibilités de se réinventer pour justement être plus en cohérence et habiter le monde et faire société de manière différente et plus respectueuse des autres formes de vie, de notre santé. Et donc voilà. Alors, c'est des signes qu'on n'entend pas souvent ici, en Occident. Et justement, vous avez commencé à présenter ce livre depuis sa publication. Oui. Quel retour avez-vous du public français qui commence à découvrir ces histoires? Alors, la sortie est très récente, mais déjà, les retours, j'étais agréablement surprise parce que quand même, je prends la parole un peu à contre-courant de la pensée dominante sur la Chine. Donc, je m'attendais à avoir des retours un peu dubitatifs, comme ça m'arrivait il y a quelques années. Maintenant, c'est plus le cas parce que je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui savent que la Chine est en train de changer de cap et passer un changement de paradigme, c'est-à-dire une croissance plus résiliente, même si elle la pousse encore au niveau de la consommation. Et je suis agréablement surprise par les retours positifs que j'en ai, où les gens disent ça fait du bien, merci de nous témoigner, de nous donner un regard, enfin une facette de cette Chine qu'on ne connaît pas. Et je suis agréablement surprise. Eh bien, en tout cas, ça donne envie de le lire. Je vous remercie toutes les trois, Nathalie Bastianelli, Esther Loiseleur et Alice Desbioles, d'avoir participé à cette émission. Et je vous remercie, vous, de nous suivre. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de Pour tout vous dire.